De l'assiette à la planète. Nous vous proposons de vous présenter Jeudi vert, un projet d'alimentation saine et durable. Allez, pour entrer dans le vif du sujet, que vous inspirent ces menus? Ça a l'air bon? Quels éventuels risques y voyez-vous? Cela concerne la santé, l'environnement? Nous consommons 60 tonnes d'aliments dans une vie. Autrement dit, les bonnes ou mauvaises habitudes ont de grands impacts sur notre capital santé et la planète. Quel lien peut-il y avoir entre l'assiette et la planète? Nous savons tous aujourd'hui que la Terre subit un réchauffement climatique de grande ampleur, d'origine majoritairement humaine. Sur la question des ressources renouvelables, l'humanité consomme 1,7 planètes chaque année. À l'échelle française, si nous consommons une moyenne de 3 planètes par an, nous sommes battus par les pays anglo-saxons qui en consomment 5. Nous vivons donc à crédit. Ainsi, en 2017, la date à laquelle nous avons déjà consommé l'ensemble de ces ressources est tombée le 2 août. Chaque année, cette date du grand dépassement avance dans le calendrier. Les causes sont convergentes, mais les solutions à ce problème majeur sont scandaleusement simples. Il faut agir. Alors de quoi s'agit-il? Jeudi vert est un projet né d'une initiative citoyenne en 2016. Il a l'ambition d'une démarche collective et pédagogique pour une transition vers une alimentation plus saine, respectueuse de l'environnement et des valeurs éthiques. Il consiste en une journée hebdomadaire sans produits animaux avec le moins possible d'alimentation transformée industriellement. Et de quoi ne s'agit-il pas? Jeudi vert n'est pas révolutionnaire. Ce projet n'est ni 100% végétarien, ni 100% végétalien ou vegan. Il n'est surtout pas donneur de leçons. Disons qu'il est un projet de meilleur équilibre et de plaisir. Mais alors qui concerne-t-il? En fait, tout le monde peut aller dans le sens d'une meilleure alimentation. Les collectivités, les cantines d'école et d'entreprise, les maisons de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les administrations, mais aussi les restaurateurs et les particuliers. D'où vient cette idée? Jeudi vert rejoint de nombreuses initiatives similaires dans le monde. En Grande-Bretagne, Paul McCartney dirige le mouvement Meat Free Monday pour des lundis verts. En Belgique, ce sont les jeudis veggie, comme à Bruxelles avec le programme Good Food. Des villes d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont franchi le pas dans ce sens. Prenons l'exemple parisien. Paris a lancé un plan 2015-2020 qui ambitionne d'atteindre la part de 50% d'alimentation durable en 2020, basée sur le bio, du label rouge, de la pêche durable, en augmentant la part de produits locaux et de saison. La part carnée doit également diminuer de 20%, soit l'équivalent d'une journée par semaine. En somme, la dynamique est lancée et les initiatives se multiplient. En France, des projets de loi gravitent autour de la question de repas végétariens. Le think tank Terra Nova invite les Français à diviser par deux leur consommation de chair animale d'ici 20 ans pour des questions de santé et de sauvegarde environnementale. Les motivations et les bénéfices du projet Jeudi vert se déclinent sous trois perspectives: la santé, la sauvegarde environnementale et les aspects éthiques. D'un lointain passé de frugivore, Homo sapiens a diversifié son alimentation en prélevant sur son environnement le strict nécessaire, louant les animaux tués pour ses repas. Depuis quelques décennies, l'alimentation a pris une tournure quelque peu problématique avec la malbouffe et les maladies de pléthore. On prête à Hippocrate, au IVe siècle avant notre ère, l'idée selon laquelle une bonne alimentation suffit à nous garder en santé. Le modèle alimentaire dans nos sociétés occidentales est marqué par une prédominance de l'alimentation industrielle et carnée, deux aspects importants et intriqués. Les Français consomment en moyenne 86 kg de viande par personne et par an, soit le double de la moyenne mondiale. Cette dernière poursuit son augmentation, tirée notamment par les grands pays d'Asie. En octobre 2015, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a classé la viande rouge comme cancérogène probable pour l'homme et la viande transformée comme cancérogène avérée. Un an plus tard, en France, l'ANSES a fortement insisté sur la nécessité de limiter la consommation des viandes hors volaille
et plus encore des charcuteries et des boissons sucrées. Les produits carnés transformés sont des viandes ou des mélanges de viandes ayant subi des processus de transformation industrielle et auxquels sont ajoutés de nombreux additifs, conservateurs, colorants, exhausteurs, eaux additivées, arômes. Le risque sanitaire intervient à partir de doses aussi faibles que 50 grammes de viande par jour. Voici un exemple avec des saucisses industrielles qui pourront vous rappeler quelques souvenirs cinématographiques. De nombreux éléments d'appréciation sont donnés dans cet ouvrage d'un ancien cadre de l'industrie agroalimentaire. Et si nous parlions des sodas? Prenons l'exemple du Coca-Cola. Si un Français en consomme environ 20 litres par an, un Mexicain atteint le niveau record de 106 litres. Les problèmes de santé publique explosent dans les pays très consommateurs. Diabète de type 2, obésité, problèmes rénaux, hyperactivité des enfants, dépression. Le Mexique, comme le Kerala en Inde, connaissent aussi d'importants problèmes de pénurie d'eau liés à la mainmise des industriels sur les sources d'eau potable. Ces ponctions d'eau, les gaz à effet de serre et les pollutions des sols sont masquées par des politiques marketing très agressives. La marque Coca-Cola n'est évidemment pas la seule à être responsable de graves problèmes sanitaires et environnementaux. Parlons un instant des additifs industriels. Aujourd'hui, près de 300 ingrédients de synthèse sont autorisés. On les appelle auxiliaires technologiques. Ce sont les colorants, conservateurs, antioxydants et autres émulsifiants. Un quart d'entre eux sont sujets à des controverses sérieuses, notamment du fait de leurs effets cumulatifs insuffisamment étudiés pour cause de coûts. On ne peut que conseiller d'en limiter le nombre au maximum, notamment chez les enfants et les femmes enceintes, d'autant qu'ils contiennent de plus en plus de nanoparticules alimentaires comme le dioxyde de titane, E171. Quelques moyens simples permettent de s'informer à ce sujet, tant des livres que des applications pour smartphone. Un mot sur la charcuterie, et notamment le jambon. Les industriels opèrent des tours de passe-passe pour transformer le jambon naturel, d'aspect grisâtre, en jambon tout rose. Si l'ajout des sels de nitrite permet de mieux le conserver, le maintien de cette pratique est essentiellement dû à un marketing très vendeur. Les enfants n'aiment pas le jambon gris. Le problème, les nitrites se transforment en nitrosamine, promoteur de tumeurs. Les agences de santé pointent le risque de cancer. Le cancer colorectal, en particulier, est le troisième en fréquence chez les hommes en France et le second pour les femmes. Si les mécanismes ne sont pas tout à fait élucidés, plusieurs facteurs ont été mis en exergue. L'excès de fer héminique, à l'origine de radicaux libres néfastes, les acides gras saturés, la cuisson à forte température, avec le dégagement d'hydrocarbures polycycliques et les sels de nitrite comme nous l'avons vu. Et les poissons alors? La consommation de gros poissons, comme le saumon, l'espadon ou le thon, peut s'avérer problématique. Ils se situent en haut de la chaîne alimentaire et de ce fait accumulent les métaux lourds de plus en plus présents dans les océans, comme le mercure ou encore des PCB et des dioxines, particulièrement toxiques pour le vivant. Une agence canadienne de santé préconise ainsi de limiter leur consommation à 1 fois par semaine, voire 1 fois par mois pour les personnes à risque comme les enfants ou les femmes enceintes. On peut également associer d'autres effets néfastes à une consommation transformée et animale excessive. Le surpoids et l'obésité, mais aussi les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et les atteintes hépatiques, dont on peut citer la stéatose hépatique ou maladie du foie gras, à l'origine de nombreux cas de cirrhose non alcoolique. Les élevages industriels génèrent d'importants risques ou dégâts sanitaires. Citons les épizooties, comme la vache folle ou la grippe aviaire. Les 3/4 des maladies humaines émergentes sont d'origine animale. Les conditions d'élevage, souvent concentrationnaires, nécessitent de nombreux traitements antibiotiques préventifs qui induisent de plus en plus de multirésistance bactérienne aux antibiotiques. Cette résistance, également favorisée par des emplois inappropriés d'antibiotiques pour accélérer notamment la croissance des animaux, est responsable de 23 000 morts aux États-Unis chaque année, à comparer aux 15 000 dus à la violence armée. Les proportions sont identiques en Europe.
Si l'usage excessif ou inapproprié des antibiotiques dans le monde ne diminue pas, ce phénomène de résistance peut nous entraîner dans une impasse sanitaire très problématique dans les années à venir, avec une estimation de 10 millions de décès par an dans le monde. Enfin, l'alimentation industrielle est souvent associée aux effets délétères des perturbateurs endocriniens. Notre environnement comprend plus de 100 000 substances chimiques impactant tant les humains que le biotope. Parmi elles, les perturbateurs endocriniens environnementaux, les PEE, sont à l'origine d'un ensemble de dérèglements et de maladies en développement exponentiel. Citons la puberté précoce, la féminisation des espèces, les malformations génitales, le retard mental, l'autisme et le syndrome d'hyperactivité chez les enfants. De nombreuses molécules sont très persistantes dans l'environnement et peuvent avoir des effets transgénérationnels. Sur la santé, il est temps de conclure. De plus en plus d'experts recommandent de réduire la consommation de protéines animales, de privilégier la qualité à la quantité, le bio et le local, d'éviter ou de limiter au maximum la nourriture industrielle transformée et de s'intéresser aux ingrédients, aux origines et aux traitements. Très récemment, l'étude Nutrinet Santé a démontré que la nourriture bio protège du syndrome métabolique. Selon le concept de santé globale appelé One Health, la santé humaine est intimement liée à la santé animale et environnementale, dont il convient de prendre pleinement soin. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a été l'instigatrice de la Stratégie nationale de santé 2018-2022, qui place précisément l'alimentation comme facteur primordial dans la politique de prévention sanitaire. Nous en arrivons au second volet, la sauvegarde environnementale. Jeudi vert peut être un début de solution à l'échelle individuelle et collective pour réduire l'impact de notre alimentation sur la planète. Commençons par le réchauffement climatique. Vous voyez ici la courbe des températures moyennes sur les 20 derniers siècles où se démarquent des variations de différentes ampleurs. La montée récente des températures est un phénomène inédit à cette échelle de temps. Sur cette seconde courbe, qui cette fois nous ramène 800 000 ans en arrière, nous pouvons noter une forte corrélation entre les variations de température moyenne avec celle du taux de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Ces informations proviennent de carottages glaciaires. Nous avons franchi la barre symbolique des 400 ppm, partis par millions de CO2, en 2015, et ce taux augmente sans cesse. Or, il est fortement corrélé au réchauffement atmosphérique. Enfin, ce troisième graphe tend à démontrer que les cycles d'activité solaire, ici en orangé, ne sont pas à l'origine de cette brutale augmentation en rouge, contrairement au taux de gaz carbonique en bleu. Il se trouve que notre alimentation est à l'origine d'importants rejets de gaz à effet de serre, dont le CO2. La consommation de viande et de produits laitiers augmente clairement cette facture environnementale, dans un rapport allant jusqu'à 17 fois celui d'un mode alimentaire végétarien et bio. Le point majeur suivant concerne la déforestation. Afin de nourrir des cheptels d'animaux de rente de plus en plus importants, de très vastes zones forestières sont rasées au profit de champs de monoculture de maïs et de soja, destinés à l'alimentation du bétail. Le cas de l'Amérique latine est très préoccupant à cet égard, et l'Europe importe jusqu'à près de la moitié de ce soja. Cette agriculture industrielle, mécanisée et chimique, utilise massivement des produits phytosanitaires toxiques pour le monde vivant. La France est d'ailleurs la championne européenne de cette pratique, en dépit de plans de réduction peu efficaces. Citons également le problème du pompage des nappes aquifères, dû à ces gigantesques monocultures sous perfusion. Enfin, les experts s'alarment de la perte très rapide de biodiversité. La population vertébrée a chuté de 58% en 40 ans, et 80% des insectes, dont de nombreux pollinisateurs, ont disparu durant les 30 dernières années. L'humanité serait donc responsable de ce début de 6e extinction majeure du vivant. Il est donc urgent de réduire la pression sur les écosystèmes en nous dirigeant vers une société bas carbone, écologique et résiliente. Parlons élevage industriel. En France, le porc représente 38% de la consommation de viande, suivi par la volaille et le bœuf. Si l'élevage traditionnel est ancestral dans les pays en voie de développement, l'élevage industriel, hors sol et productiviste, à très grande échelle, impacte négativement la biosphère.
Il est notamment responsable du dégagement de plus de 15% des gaz à effet de serre dans le monde, soit davantage que l'ensemble des transports réunis. Il est également très gourmand en eau potable et participe grandement à l'augmentation du stress hydrique dans de nombreux pays. Enfin, en plus du dioxyde de carbone et de l'ammoniac, il dégage 37% du méthane et 68% du protoxyde d'azote dans les engrais, deux gaz extrêmement néfastes pour le climat. Cette production de masse présente un rendement très faible. Pour une calorie de poulet, il faut 3 calories végétales. Et pour une calorie de bœuf, il en faut près d'une dizaine. Ce rendement explique qu'un hectare de terre peut nourrir beaucoup plus de personnes s'alimentant de produits verts que du produit carné. En somme, l'élevage industriel fait chauffer la planète. Déforestation pour augmenter les productions de céréales destinées au bétail, production d'engrais et de pesticides, transport et sites de transformation industrielle, stockage et emballage, conditionnement terminal, tout contribue au problème du réchauffement climatique. Pour donner un ordre de grandeur, sachez que les grandes entreprises de viande et de produits laitiers concurrencent celles du secteur pétrolier lorsqu'on compare leurs émissions de gaz à effet de serre. Un exemple avec l'Allemagne, pays pourtant très industriel, qui rejette moins de ces gaz que les 20 premiers producteurs de viande et de lait mondiaux. Nous parlions de stress hydrique. Précisons, les besoins en eau augmentent très fortement au fur et à mesure que l'on introduit davantage de protéines animales dans les productions. Pour un kilo de bœuf, il faut plus de 15 000 litres d'eau, soit l'équivalent de 10 mois de douche. On estime aujourd'hui la moyenne d'eau disponible par être humain à 5 500 litres par jour. Cette moyenne diminuera à 4 300 litres en 2050 par le fait de l'accroissement de la population mondiale. Or, on évalue à 8 200 litres la quantité d'eau nécessaire pour le mode de vie d'un omnivore et 3 600 litres pour un végétarien. L'équation est assez claire. Dans les pays tempérés, il faut néanmoins prendre en compte l'eau de pluie, appelée eau verte. Si l'on fait abstraction de cette eau de pluie, les quantités d'eau nécessaires pour la production d'1 kg de protéines sont indiquées dans ce tableau. Il faut globalement 2 fois plus d'eau pour la viande que pour les végétaux, légumineuses et céréales. L'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, indique en 2017 qu'en Occident, les 2 tiers de notre ration protéique est d'origine animale et que nous devrions diminuer cette part à 50% au profit d'une alimentation plus végétale. Il y est dit aussi qu'il nous faut réduire le gaspillage, évalué à 1 tiers de l'ensemble des productions alimentaires aujourd'hui. Partons en mer. De nombreux rapports pointent le problème de l'épuisement des ressources de poissons. 80 à 90% des stocks seraient pleinement exploités ou même surexploités. Un exemple connu est celui de la morue en Atlantique Nord. Ce poisson a été pêché à outrance jusque dans les années 70, entraînant un effondrement de sa population 20 ans plus tard. Aujourd'hui, les alertes concernent par exemple le thon rouge. Lorsque nous parlons alimentation industrielle, se posent les questions des emballages, dont les 2 tiers proviennent de ce secteur, des déchets, nous en générons 3 fois plus qu'en 1950, de la conservation et du transport. Un conteneur de produits alimentaires transporté par avion émet 30 à 50 fois plus de gaz à effet de serre que par bateau, d'où la nécessité de privilégier les productions locales. Où d'ailleurs jette-t-on le plus? À titre d'exemple, la région Sud-PACA n'est pas la plus vertueuse. Si l'on considère ensuite le taux de recyclage au niveau européen, la France se situe dans une position moyenne. Nous pouvons donc mieux faire en revenant progressivement aux produits de base et locaux, les moins transformés possibles. Et nous voici arrivés au volet éthique, sous ses différents aspects environnemental, animal et commercial. L'éthique environnementale concerne la solidarité nord-sud, puisque nous utilisons les ressources de l'hémisphère sud pour nourrir notre bétail. Si nous réduisions notre consommation de viande de 20%, cela entraînerait une baisse des prix des aliments végétaux. Rappelons ici que plus de 800 millions d'êtres humains souffrent encore de la faim dans le monde. Enfin, protéger la planète, c'est aussi préserver les conditions d'une vie acceptable pour les générations futures. De plus en plus de personnes se sentent concernées par l'éthique animale. La plupart des élevages industriels maltraitent les animaux, notamment par des conditions de vie carcérales et des mutilations. Ensuite vient l'abattage.
En France, la loi interdit l'abattage sans étourdissement. Il se trouve que les abattages rituels, c'est-à-dire halal et kasher, bénéficient d'une dérogation très largement utilisée pour des raisons notamment de productivité des chaînes d'abattage. Environ un animal sur 3 est abattu aujourd'hui sans aucun étourdissement. De nombreux pays européens ont refusé le principe d'une telle dérogation. Mais les consommateurs français n'ont aucun accès à cette information. À l'échelle de la planète, nous abattons plus de 60 milliards d'animaux terrestres chaque année et plus de 1000 milliards si l'on inclut les animaux aquatiques, soit 30 000 animaux chaque seconde. Ces chiffres sont appelés à doubler d'ici 2050. Notre planète est-elle une terre de souffrance? Certaines personnes pensent que les animaux vivent grâce à l'élevage. Or, les animaux de rente ont une durée de vie très courte, ici en segment orange, comparée à leur longévité naturelle. Tout cela s'appuie sur un vaste déni collectif reposant sur le spécisme, c'est-à-dire la discrimination culturelle basée sur la notion d'espèce. Un animal est donc choyé ou abattu selon qu'il est un chien ou un veau. Isaac Singer, prix Nobel de littérature, a préfacé l'ouvrage Un éternel Treblinka, faisant un parallèle entre les tueries de masse, tant des humains que des animaux. À droite, sur cette image, figure une revue de droit animalier, sujet actuellement en plein développement. Terminons par un oxymore, l'éthique commerciale. Le modèle carniste industriel n'existe que depuis le XXe siècle, largement soutenu par des lobbies extrêmement puissants, qui s'invitent même dans les écoles, et une publicité omniprésente. Le but des industriels, tout à fait assumé, est de dissimuler le lien entre leurs produits et les animaux dont ils proviennent. Et alors, c'est quoi ces salades? Depuis des millénaires, l'alimentation est au cœur des cultures humaines. Nos habitudes alimentaires sont donc avant tout des histoires de goûts et de cultures, de traditions et de gastronomie. Ainsi, l'Occident se distingue par une prédominance carnée très nette en comparaison avec d'autres régions du monde qui favorisent les aliments végétaux. Cette culture carnée, basée sur une omniprésence de viande, de poissons et de produits laitiers, est assez récente et date principalement de la seconde moitié du XXe siècle. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les 3/4 de la nourriture mondiale proviennent de seulement 12 plantes et 5 espèces animales. Il est peut-être temps d'en redécouvrir d'autres. Nous vous donnons rendez-vous en terre presque inconnue. Les sources d'aliments végétaux sont nombreuses et très variées. Parlons des légumes, mais aussi des légumineuses, des oléagineux, des céréales, des fruits et des épices. L'intérêt de ces produits de la nature est d'autant plus grand qu'ils sont d'origine locale, biologique et de saison. Tous ces aliments sont les fruits de la terre. Leurs couleurs vives sont synonymes d'antioxydants, de saveurs, de plaisir gustatif, de vitamines. À chaque couleur correspond une source de bienfaits, du blanc au violet, en passant par le vert, l'orange ou le rouge. Contrairement à de fréquents préjugés, les végétaux sont riches en protéines, en calcium et en fer. Si 100 g de viande rouge apportent environ 25 g de protéines, des taux équivalents voire supérieurs se trouvent dans de nombreuses légumineuses ou céréales. Il en est de même pour le fer, à droite sur cette image. Autrement dit, si la publicité met tout en œuvre pour nous inciter à penser que la viande est la seule à nous procurer des protéines et de la force, ou encore que les laitages sont les seuls produits à nous apporter du calcium, ces idées sont trompeuses et simplement fausses. Ces quelques champions pourraient nous en dire beaucoup sur les bénéfices d'une alimentation sans produits carnés. Tous ces sportifs sont végétariens ou végétaliens, preuve que la viande n'est pas indispensable. Manger moins de viande, de poisson et de produits laitiers est donc tout à fait possible. Sans même aller jusqu'à un régime végétarien ou végétalien, une journée par semaine sans protéines animales ne peut absolument pas être à l'origine d'une carence quelconque. En revanche,
Cette démarche ne peut qu'avoir des effets bénéfiques pour la santé et la planète. Mais éloigner les aliments d'origine animale ne signifie pas pour autant supprimer simplement la viande ou le poisson de nos plats habituels. Cette nouvelle façon de considérer notre alimentation doit s'accompagner d'une réflexion renouvelée et de nouvelles recettes, combinant les ingrédients avec un peu d'imagination pour notre plus grand plaisir. Une occasion finalement de nous surprendre. Et le bio alors? Depuis quelques années, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits biologiques. En 10 ans, les surfaces agricoles bio ont doublé en France, se situant aux alentours de 5% de la surface agricole utile. Et le marché a connu une augmentation de 20% entre 2015 et 2016, poursuivant cette dynamique depuis. Le reproche lui en est souvent fait, le bio est cher et donc réservé aux classes aisées de la population. Si les prix à l'achat sont effectivement supérieurs, le retour vers des produits végétaux de base, locaux et de saison, permet de s'éloigner de la grande distribution, des tentations et des achats compulsifs sur lesquels misent les industriels. Moins de produits transformés, c'est aussi moins de gaspillage. Enfin, la part du budget des ménages consacrée à l'alimentation est en diminution depuis des décennies. Opter pour une alimentation plus saine et durable permet de rééquilibrer nos dépenses pour une vie plus naturelle. Où peut-on s'approvisionner? De plus en plus de coopératives et associations proposent leurs produits bio et locaux, comme par exemple le réseau des AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ce concept, né au Japon dans les années 60 avec les TIKI, a essaimé et il en existe plus de 2000 en France. Il reste que chacun peut choisir ses produits bio entre les grandes surfaces qui investissent ce marché d'avenir et les producteurs en circuit court avec le moins de distributeurs possible. Si nous voulons un changement de société vers un modèle plus durable et résilient, acceptons de changer nos habitudes. Alors faisons-le ce petit pas. La mise en œuvre d'un projet comme Jeux d'hiver peut être facilitée par le partage des expériences et des bonnes pratiques de nombreuses villes et métropoles et nécessite de convaincre nos élus ainsi que le maximum d'acteurs publics et privés. Elle requiert aussi d'identifier et de s'adosser à des réseaux de fournisseurs locaux ou régionaux. Il faut enfin de la pédagogie, c'est-à-dire informer, sensibiliser et éduquer, sans oublier de former les professionnels impliqués. Pour les particuliers, commençons par prendre conscience de notre part de responsabilité. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes? Choisissons pour ne pas subir. L'idée centrale est de revenir à la simplicité, en s'inspirant notamment de la culture alimentaire méditerranéenne qui a prouvé ses bienfaits. Pour cela, faisons nos courses autrement. Exprimons nos attentes auprès des responsables de cantine. Soyons patients, car cette transition est une expérience progressive. Il est d'ailleurs plus facile de la partager en famille ou entre amis. Bref, l'important c'est d'essayer. Pour nous accompagner dans ce parcours, les supports sont innombrables. Associations et ONG, souvent à proximité de chez soi. Les réseaux de producteurs-distributeurs ne sont jamais très loin. Renseignez-vous. En conclusion, si nous nous engageons tous et toutes dans cette dynamique simple et de bon sens, quel pourrait être notre environnement dans 20 ans? Des villes plus vertes et une autonomie alimentaire retrouvée, le retour de la biodiversité, le développement de nouveaux emplois dans la permaculture et l'économie locale, un cadre de vie plus solidaire et respectueux des valeurs humanistes. Partageons du rêve, R-E-V, de la résistance créative, une expérimentation anticipatrice et une vision transformatrice. Vous pourrez trouver de très nombreuses informations sur le site www.jeuxdhiver.com avec des documents téléchargeables, des vidéos à visionner et une myriade de données et de conseils. Merci de votre attention.